Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une chanson d'hommage à Martin Luther King. Pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi ont-ils tué cet homme d'amour? Et en fait, on a eu l'idée de faire ce signe parce qu'il est mort, Martin Luther King. Mais cette chanson montre qu'il est mort, mais au fond, il a gagné. Donc on peut avoir le sentiment de perdre, on peut avoir le sentiment de l'adversité et en même temps sauver l'espérance, sauver l'essentiel. Et la raison, c'est que pourquoi la librairie s'appelle Chez Simone. Et j'ai tout de suite émis l'hypothèse que c'était pour Nina Simone, qui a fait ce chant. Et ce chant, qui est une sorte de prière, alors ça s'accélère, hein, ça fait 5 minutes. C'est pourquoi l'ont-ils tué alors que c'était un homme d'amour? Il y a une résonance étonnante pour moi, dont je ne sais pas si elle est documentée. C'est une pure hypothèse. Parfois, dans les enquêtes, on fait des hypothèses. Les Américains appellent ça « nose for news ». On cherche, on ferme une porte, on ouvre une porte, on vérifie. C'est que 10 ans après, il y a quelqu'un d'autre qui a fait, sur le même type de rythme musical, une chanson tout à fait atypique dans son œuvre. Avant de mourir, il avait déjà son cancer, il vivait aux Maldives, c'est Jacques Brel. Et peut-être que certaines et certains d'entre vous s'en souviennent, c'est « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» Donc voilà, Spartacus, on s'en souvient, mais pas des généraux qui l'ont mis sur la croix. Jean Jaurès, on s'en souvient, mais pas de celui qui l'a assassiné. Et Martin Luther King aussi, et pas de ceux qui l'ont assassiné. Donc il y a de l'espoir. Merci. Il y a de l'espoir, et d'ailleurs, c'est l'une des parties importantes aussi de votre livre, À gauche de l'impossible. Vous publiez donc aux éditions de la Découverte. Il est juste ici. Vous analysez des décennies de politique française. Vous constatez que la situation est catastrophique. Vous dressez d'ailleurs l'inventaire des échecs, dont ceux de la gauche, les enjeux climatiques, féministes, démocratiques, historiques. Et votre ouvrage permet de comprendre ce qui nous arrive, que peut-être la catastrophe, c'est que rien ne change. On reste optimiste, il y a des mobilisations, le peuple est là, nous sommes là, nous ne sommes pas dupes. L'essence de la gauche, celle qui lutte pour les ouvriers, est oubliée. Est-il possible que cette gauche revienne, et si possible avant les présidentielles de 2022? Là, on en a pour la nuit. Et il faudra débattre tous ensemble. Je ne sais pas la vérité révélée. Non, j'ai fait ce livre comme un précédent qui s'appelle Le président de trop, qui était sur la décennie précédente. C'est à la fois des livres de compte-rendu, dire à quoi a servi Mediapart par nos révélations, nos informations. Et un journal, ça marche sur 2 jambes. D'abord apporter des informations d'intérêt public, des savoirs, des connaissances utiles qui permettent de réfléchir, de discuter et en même temps de proposer un sens. Parce qu'autrement, tout ça va nous accabler et il faut essayer de se dire mais quel est le sens de ces informations, quel problème elles posent. Et donc ces 2 livres, et celui-là et sur la dernière décennie, sont un peu comme on pourrait dire, des comptes rendus de mandat. En même temps, de mon point de vue, c'est un manuel de résistance. Je l'ai écrit dans cet esprit. Nous documentons beaucoup de mauvaises nouvelles et nous documentons beaucoup d'informations qui sont décevantes, qui sont tristes. On se dit ça devrait susciter des indignations, des révoltes, des étonnements. On pourrait tous les jours, hein, on a de quoi se dire ça. Donc j'ai écrit, après avoir fait la sélection des textes qui sont repris, une première partie qui s'appelle « Face à la catastrophe », pourrait nous proposer une façon à la fois de ne pas se payer de mots. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de raccourci. Je pense que la catastrophe, elle est là, elle est déjà là, elle n'est pas devant nous, elle n'est pas à venir. Évidemment, objectivement, la catastrophe climatique qui galope devant nous, et ce n'est pas la Terre qui est en danger, c'est nous-mêmes d'abord, et le vivant du monde et notre responsabilité vis-à-vis du vivant du monde. Et puis une certaine catastrophe française particulière qui est multicausale et que j'essaye d'expliquer. Et pour échapper à la sidération de la catastrophe,
ce que j'appelle dans le livre le complexe de Méduse. Vous savez, les Méduses, c'est 3 divinités de la mythologie grecque, dont le complexe des Gorgones plutôt, dont l'une s'appelle Méduse, qui est celle qui est à la fois mi-humaine, mi-divine. Et quand vous croisez le regard de Méduse, vous êtes paralysé, vous êtes tétanisé. Et tout ce qui nous arrive peut nous donner, au fond, nous amener à être justement pris par Méduse, sidéré, de ne pas en revenir, et du coup d'avoir envie de fermer les oreilles, de se boucher les oreilles et de fermer les yeux et de ne plus... de ne plus vouloir en entendre parler. Donc j'ai essayé de dire comment on peut échapper à ça, comment on peut échapper à cette sidération. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est en essayant de comprendre ce qui nous est arrivé et en essayant de se dire comment on peut retrouver le fil qui est pour moi celui qu'on met derrière le mot gauche. Mais le mot gauche... l'origine ne protège de rien, ce n'est pas un certificat de baptême, ce n'est pas un certificat de naissance, c'est comme le mot république. Il faut lui donner un sens. Il y a eu des républiques oppressives, bourgeoises, colonialistes, répressives. C'est une république qui a écrasé la Commune de Paris, c'est une république qui a dominé la diversité de notre peuple, les territoires, je pense, et on sait de quoi. Je suis un Breton d'outre-mer, mais un Breton, donc nous savons de quoi nous parlons ici. Et c'est une république qui a fait la torture pendant les guerres coloniales. La République, c'est une dynamique. C'est à nous de lui donner un contenu. C'est pareil pour la gauche. La gauche, c'est un mouvement, c'est un refus. Elle affronte toujours de nouvelles limites. Elle fait reculer de nouvelles frontières. C'est comme ça qu'elle a posé la question sociale, en disant que ça devait être porté par les premiers concernés, les ouvriers. C'est comme ça qu'elle a posé la question du féminisme, la question des droits des femmes, qui aussi traversait la gauche. C'est comme ça qu'elle a accompagné le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la dignité. Et on pourrait multiplier les exemples. Pour terminer et pas être trop long, car c'est toujours le risque avec moi, dans mes réponses, quand j'ai terminé Au seuil de l'été ce livre, c'est bizarre, mais je ne pensais pas avoir autant raison. J'aurais préféré avoir beaucoup plus tort. Je dis la catastrophe. Nous parlons aujourd'hui dans un pays où tous les jours, l'horreur politique, la puanteur idéologique, la boue médiatique domine. On réhabilite Pétain, Vichy. On estime que Dreyfus était coupable, ou que ça se discute en tout cas. On réhabilite l'Action française. On réhabilite, ce n'est pas seulement une personne, ce sont des médias, ce sont des débats, des idéologies criminelles. Les idéologies de l'inégalité naturelle. Nous ne serions inégaux naturellement, des civilisations supérieures à d'autres, des nations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des peuples supérieurs à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des apparences supérieures à d'autres, des croyances supérieures à d'autres, des sexes supérieurs à d'autres. C'est ça que nous avons sous nos yeux et qui va avec, par rapport au rapport à la vérité, avec un négationnisme. Faire mourir la vérité, tuer la vérité. La personne qui a organisé le meeting nantais, c'est ma ville natale, de Zemmour lundi dernier, dans des déclarations, dit mais le régime nazi n'avait pas avec certains côtés qui sont intéressants. On fait Vichy, on fait Dreyfus et on va finir par faire les 6 millions de morts, le génocide n'ont pas existé, les chambres d'agaz n'ont pas existé. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire quel escalier nous sommes en train de dévaler en regardant ça sans réagir. Et dans le même moment, quel est l'agenda politique que nous entendons cette semaine ? Parce que c'est comme ça que ces idées
et c'est ce que explique mon livre, c'est qu'elles ne viennent pas naturellement. Il y aura toujours des petits groupes, y compris avec des auteurs ayant une petite plume, à faire de manière esthétique cette idée des hiérarchies des humanités. Mais qu'ils deviennent une force politique, qu'ils deviennent une dynamique, qu'ils occupent la scène du débat public à ce point, ce n'est pas naturel. Ça ne vient pas de soi, ça vient parce qu'on leur fait la courte échelle. On leur fait la courte échelle comment ? En acceptant leur agenda. De quoi avez-vous entendu parler de la part de nos gouvernants ou des élus aujourd'hui, cette semaine, du Conseil de l'Europe et du hijab, du voile musulman ? Uniquement de ça, comme étant le grand sujet du jour. À chaque fois, la question de l'islam, des musulmans, comme étant la question clé de notre pays. Et pendant le même moment, en France, on accepte de discuter d'une idéologie criminelle qui s'appelle, elle est traitée dans ce livre, le grand remplacement. Je l'ai démonté il y a de ça plusieurs années. J'ai expliqué, d'ailleurs, son inventeur s'appelle Renaud Camus, et la première affaire Renaud Camus, c'est moi qui l'ai traitée au Monde en l'an 2000. Il comptait les Juifs à France Culture, il trouvait qu'il y en avait trop. Mais bon, j'allais dire en rigolant, c'était pas cachère de compter les Juifs. Donc du coup, il a retiré. Maintenant, il pense que c'est les musulmans, évidemment, parce que ça, c'est plus porteur. Mais c'est le même système. Et c'est quoi le grand remplacement ? C'est une idéologie criminelle. Les gens qui ont écrit comme Drummond, avant l'affaire Dreyfus, La France juive, si on leur avait dit que leurs mots, 40 ans après, allaient créer des crimes contre l'humanité, ils auraient dit « Vous êtes fous, Drummond fréquentait Zola ». C'était le même petit monde. D'où vient Zemmour ? Zemmour, il ne vient pas de la marge. Il vient du centre du système politique médiatique. Il a voté Mitterrand en 81, Mitterrand en 88, Chevènement en 2002. Il ne vient pas de l'extrême droite. Donc il faut s'interroger sur comment tout ça est produit. Et cette idéologie criminelle, qu'est-ce qu'elle dit ? Ici même où on s'est battu pour les droits d'un peuple, où on se bat avec une histoire, et je suis très fier de parler avec un... Pardon pour l'émotion. J'ai compris aujourd'hui, parce qu'on est discret ici, et c'est bien, on est taiseux. Antoine Rouget est un enquêteur formidable à Mediapart. Et mon émotion, il n'en avait rien dit. Et j'ai découvert l'histoire de Didier Rouget, son père, ce juriste venu de Lille qui, ici, s'est battu pour les droits d'autres, faire le chemin vers l'autre. Et on va parler, je pense, des migrants, on va parler de tout ça. Et donc, c'est quoi le grand remplacement ? Et comment on peut ne pas entendre, je veux dire, tous nos parlementaires, tous nos élus devraient dire de droite, de gauche, écoutez, il y a un article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, on ne peut pas laisser les idéologies de l'inégalité naturelle l'emporter comme ça, être porté par des médias de masse, être discuté, être répercuté avec des éditorialistes, y compris sur le service public, y compris l'émission la plus écoutée de France Culture le samedi matin. C'est l'idée qu'il y a une partie de notre peuple qui nous serait étrangère, qu'il faudrait l'effacer, soit la chasser, soit l'effacer, soit, évidemment, et faites des points de suspension. Dans les choses qui sont sorties par actuellement les deux porte-parole de l'extrême droite, celui qui vient de surgir, le monstre nouveau, et l'ancienne Marine Le Pen, il y a des propositions très claires qui sont d'une constitution xénophobe. Par exemple, l'interdiction de la fonction publique à toute personne qui est binationale. Et là, on est au cœur de toutes les occasions loupées sur la question de la déchéance de nationalité, l'acceptation de toutes ces questions autour de l'obsession de la pureté nationale, comme si c'était ça la question qui allait nous protéger du terrorisme, du djihadisme, des menaces qui traversent notre pays. Et derrière, il y a en fait de nous habituer, je le redis, à une nouvelle idéologie criminelle, comme le fut l'antisémitisme moderne. C'est la même chose, sous d'autres atours. Et à partir du moment où on laisse s'installer ça, c'est toutes les inégalités en découlent. Il y a un bouc émissaire principal, mais derrière, il y a tout le reste. Et d'ailleurs, l'antisémitisme le plus traditionnel est revenu cet été, mais il y a la violence contre les femmes, il y a l'homophobie, il y a la négrophobie, il y a la discrimination à l'embauche, il y a tout ça est là. Et donc, il y a
pour moi, je le dis, il y a des moments où l'essentiel est en jeu. Et donc, excusez l'émotion, mais l'émotion est venue de cette découverte un peu comme ça, de me dire avec fierté, je suis content, dans Mediapart, c'est l'accomplissement de ma vie avec toute une jeune équipe, et de découvrir qu'ici même, il y a tout un chemin d'espérance qui se retrouve dans cette aventure professionnelle. Ben voilà. Bon. On a de l'émotion, mais on se soigne, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Vous parliez de cette montée du fascisme. Le fascisme est à nos portes depuis longtemps maintenant. Mais justement, vous voyez, excusez-moi de vous interrompre, je ne dis pas fascisme. Non. Parce que quand on dit fascisme, on se rassure. Nazisme, fascisme, c'est le pétainisme. Et c'est une histoire française. Les gens qui ont fait la collaboration à Vichy n'étaient pas des fascistes et des nazis. Un seul magistrat a démissionné. Les préfets n'ont pas démissionné. Jean Moulin a été démissionné. Ils sont restés les hauts fonctionnaires. Nous sommes le seul pays d'Europe. Et c'est bien cette question qu'a posée le discours du Veldiv. Mais c'est ça qu'ils veulent effacer. Leur ombre veulent effacer toutes nos lumières, éteindre toutes nos lumières. L'histoire de Vichy, c'est quoi ? C'est que nous sommes le seul pays européen où les nazis n'ont pas eu à installer une autorité d'eux-mêmes, à eux. La République s'est suicidée, les députés communistes n'étaient plus là, 80 ont sauvé l'honneur, ils sont plus de 500 parlementaires à avoir voté à Vichy le 10 juillet. Et ces gens-là voulaient survivre, ils se sont dit l'Europe allemande, elle va continuer. Mais le premier statut des Juifs n'est pas demandé par l'occupant, et il est durci par Pétain lui-même. L'idéologie de l'Action française est l'idéologie des conservateurs de l'époque et des garés de la gauche, car il y a dans ces cas-là beaucoup de gens qui passent du côté obscur de la force, par envie d'avoir du pouvoir, de rester, de dominer. Le secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, préfet brillant, quand il est jugé à la Libération, 5 ans d'indignité nationale qui seront amnistiés juste après. Ses premiers mots devant le président. Monsieur le Président, la police de Vichy était républicaine. C'est cet homme qui disait, lors des déportations, n'oubliez pas les enfants. Il ne faut pas les séparer des parents. Bon. Et donc, je dis ça pour que, au fait, nous sommes au cœur, dans cette histoire française, de 2 placards que nous n'avons pas réellement ouverts, visiter, et il ne s'agit pas de repentance, tous ces poisons ont commencé avec la présidence de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de regarder notre histoire en face, vérité de l'histoire, réconciliation des mémoires. Donc il y a Vichy, et Vichy, en clair, quand le général allemand capitule à Berlin, il est étonné de voir la France dans le camp des vainqueurs. Pour lui, elle est... Voilà. Et c'est la ruse de l'histoire de Gaulle, des résistances intérieures des communistes, de faire comme si la France était résistante. Mais non, la France, c'est une totale minorité qui s'est dressée. Tant mieux, au final, que ça soit passé comme ça. Mais je dis ça parce que n'oublions pas, et c'est le 2e placard, 66% des troupes de la France libre en 1943 sont d'où ? Ce sont des troupes coloniales. Et vous ajoutez 18% légions étrangères. Le petit reste, c'est, entre guillemets, comme il disait dans les statistiques officielles de la France libre à l'époque, français de souche. C'est le monde qui nous a sauvés. Et nous n'avons pas été au rendez-vous du monde. Et c'est le 2e placard, d'où les monstruosités actuelles sont issues. C'est la question coloniale. Nous avons fait la pire des décolonisations, la plus tardive, la plus violente, la plus entêtée, jusqu'à perdre une république. Et j'ai cité Bousquet. J'ai dit l'origine ne protège de rien. L'homme qui a donné le feu vert à la torture pendant la guerre d'Algérie, le responsable politique. Il est mort dans son lit en 1989. Il a été élu tout à fait régulièrement, en cumulant sur la durée les mandats, député et sénateur jusqu'en 1980. Il s'appelait Robert Lacoste. Il est mort membre du Parti socialiste. Donc je dis ça parce que, à force de ne pas avoir affronté depuis 40 ans
très clairement cette histoire, et on pourrait revenir sur les verrous qu'a représenté la présidence de Mitterrand de ce point de vue, à force de ne pas avoir dénoué cette question du pétainisme français, cette question de l'entêtement colonial français, forcément, cela nous repète un peu à la figure. Et donc, pour faire face à ce qui nous repète à la figure, il faut avoir, c'est mon propos, avoir une lucidité sur pourquoi ça nous arrive et ne pas continuer à leur faire la courte échelle en disant ça nous arrive parce qu'on ne fait pas assez ce qu'ils demandent qu'on fasse. Et donc, on va retaper sur les musulmans, sur les migrants. Mais non, ça fait 40 ans qu'on ne fait que ça, et ça fait exactement l'inverse. Pardon, je m'emballe. Mais est-ce que les politiques français sont prêts à anéantir ce silence justement, la France était quand même une grande puissance coloniale. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'ils veulent le faire? Moi, je ne peux pas répondre pour les politiques français. Moi, je suis journaliste. J'estime que ce métier est une forme d'engagement, vous l'avez compris, et même de manière parfois comme ça, très vitale. Je pense que ce métier est un métier au service d'un droit fondamental des citoyens, qui est le droit de savoir. Ce qui veut dire que parfois, je peux déplaire, y compris à certaines et certains d'entre vous, par les informations que publie Mediapart. La liberté, c'est aussi la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Notre métier nous oblige à penser contre nous-mêmes, à publier des informations qui, y compris, dérangent nos sensibilités. On a tous des opinions, des convictions, des préjugés, mais ce n'est pas le propre du journalisme. Et j'ai toujours combattu ça. Et c'est pour ça que quand on me dit c'est un journaliste, non, c'est pas un journaliste, l'horreur que nous avons actuellement. C'est le blabla des opinions. Mais les opinions, c'est pas... Ça vous appartient, ça appartient à tout le monde. Nous, notre métier, c'est apporter des savoirs, des connaissances, mettre un problème sur la table, un problème qui amène la société à discuter, à réfléchir. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je suis entre Cassandre et Sisyphe. J'apporte des mauvaises nouvelles, porter la plume dans la plaie. Il y a des enseignants, je suppose, dans la salle. Voilà, c'est pas en apportant des solutions qu'on fait réfléchir des élèves. On leur donne des savoirs, puis après, on leur donne un problème à résoudre, une dissertation, un sujet. Ils se prennent la tête, puis c'est comme ça qu'ils vont progresser. Nous, sur les connaissances sur le présent, c'est notre rôle. On apporte des problèmes et on amène la société à essayer d'y réfléchir. Alors ça, c'est le côté Cassandre, parce que c'est pas parce que j'apporte ces problèmes que la société s'en empare forcément. Puis le côté Sisyphe, c'est que ça retombe, quoi. Le rocher retombe, on l'élève, on le retombe. Donc moi, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. J'espère bien que tous ces appels que nous lançons amèneront des prises de conscience. J'assiste comme vous à la course des petits chevaux, chacun dans son couloir. Je pense encore une fois que la gauche, ce n'est pas un certificat de baptême, c'est d'abord une attitude, c'est d'abord un refus. Et au fond, pour vraiment répondre à votre question, moi, c'est un plaidoyer pour la société. J'ai rendu hommage ce matin sur France Bleu à Alternatiba. Alternatiba naît de l'histoire politique de ce territoire, de ce pays, de la cause basque. Et Alternatiba, moi, j'ai été bouleversé quand j'ai vu ça fin 2018, quand j'ai vu la jonction entre le cortège d'Alternatiba et les Gilets jaunes. C'est Alternatiba qui a porté ces causes communes de l'égalité. Fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat. Et donc, moi, je crois à ces sursauts de la société, à ce lien avec la société. Et toute la thèse de mon livre, c'est que le problème des gauches, depuis 40 ans, c'est qu'elles se sont identifiées à la politique réduite à l'élection, et à l'élection d'un seul, l'obsession du pouvoir présidentiel, ce piège du présidentialisme. Ça, c'est un vrai ruissellement. Tout va découler. Une fois qu'on aura la présidence, on aura toutes les manettes. Et du coup, la politique est identifiée au pouvoir d'État, à être l'ordre, être l'État, être pris comme des hommes. D'ailleurs, c'est très viriliste, tout ça, d'État, responsable. Et du coup, la troisième étape, c'est qu'on en oublie la société. C'est-à-dire qu'on la regarde d'en haut, on la juge d'en haut, on la méprise, et on n'apprend pas d'elle, on se méfie d'elle. La société, regardez
la question écologique. Mais il y a 15 ans, il y avait au gouvernement français un ministre de l'Éducation, soutenu par l'Académie des sciences, qui était le climato-sceptique en chef. Il s'appelait Claude Allègre. Donc c'est le mouvement de la société qui a amené à ce que tout le monde se dise mais il y a une prise de conscience nécessaire. Ce n'est pas venu d'en haut. Regardez ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Le mouvement des Gilets jaunes est un surgissement spontané sur la vie chère. Et quelle a été la réaction, d'ailleurs, dans une grande diversité de forces politiques? Ça a été de s'en méfier. Bien sûr que l'extrême droite a essayé de s'en mêler, mais c'est dans la lutte que les choses bougent, que la politisation se fait. Et du coup, l'agenda des Gilets jaunes n'a pas été du côté des inégalités, des côtés des obsessions sécuritaires, des obsessions xénophobes. On n'entendait pas parler des migrants et des musulmans. On entendait parler dans les textes, y compris des assemblées, des questions qui nous concernent, des vraies questions sociales concrètes. Et puis, des chemins imprévisibles ont eu lieu. Des gilets jaunes venant de pauvres, humiliés, venant de quartiers populaires et qui peut-être avaient des préjugés, se disant qu'il y a de la racaille dans les banlieues, etc. Eh bien, tout d'un coup, on a vu que cette violence étatique, et je préfère toujours dire étatique que policière, car le maintien de l'ordre, c'est une consigne politique. Jamais une telle violence étatique depuis la guerre d'Algérie n'a été déchaînée contre un mouvement social, et violence judiciaire aussi, avec les condamnations, les amendes. Et puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte que le sort qui leur était fait, c'était le sort qui était fait aux jeunes dans les quartiers populaires, aux jeunes racisés, discriminés. Tout d'un coup, des jonctions se sont faites, des discussions, des échanges se sont faits. Donc, pour moi, les réponses, elles sont de ce côté-là. Si, au bout du compte, dans les 5 mois qui nous restent, ça a créé une surprise inattendue, mais voilà, je redis, en plus, quand je dis je ne crois pas au raccourci électoral, c'est que tout ce que j'ai documenté dans mon histoire professionnelle et que redocumente ce livre, c'est que ces institutions sont un piège. Même quelqu'un qui dit qu'il va les changer, il ne faut pas le laisser seul les changer. Parce que ces institutions le piégeront. Elles ont piégé François Mitterrand. L'auteur du coup d'État permanent a finalement augmenté le pouvoir personnel de la présidence, augmenté le pouvoir de nomination du président. Il est devenu une sorte de monarque présidentiel lui aussi. Et finalement, ces institutions ont été plus fortes que lui. Et ces institutions, à chaque fois, elles révèlent quelque chose qui hystérise ou déprime totalement notre vie publique. L'hystérisation de Sarkozy, qui est quand même... il faut se pincer sur notre pays quand même. Je ne sais pas si vous suivez, s'il y a des abonnés de Mediapart, j'espère, abonnez-vous. Mais les révélations encore de cette semaine sur l'affaire Sarkozy et qui concerne à la fois le monde des médias, le monde de l'Élysée d'aujourd'hui, la femme du président de la République, tout un monde interlope, et tout ça au service dans une affaire qui est un immense scandale dont on n'a probablement pas toutes les clés, qui est quand même la corruption d'une démocratie par une dictature. Et puis, c'est fait au service d'un type qui, quand même, cette année, a été déjà condamné en première instance par 2 fois de la prison ferme pour corruption, pour trafic d'influence, pour financement illégal de campagne électorale. Et l'affaire libyenne, il est mis en examen 4 fois, dont association de malfaiteurs. Et une république qui sait se tenir, on devrait dire, voilà, tu es présumé innocent, d'accord, mais ça veut dire qu'il y a des charges, donc tu restes à côté. Voilà, on ne te donne pas de mission, on ne te reçoit pas à l'Élysée, on ne te valorise pas tant que tu n'es pas sorti de tes affaires, parce que c'est la question de l'image de la République. C'est tout l'inverse. Madame Macron s'inquiète sur le sort de M. Sarkozy. Elle dit ça doit être terrible ce qu'il subit, etc. Et bon, donc je dis ça sur quand même sur une. Quand je dis je dis un peu, il suffirait simplement de se dire, il faut un peu se tenir, un peu de tenue, un peu de simple vertu au sens ancien du terme par rapport à ce que doit être la vie publique. Et là, vous avez quand même tout un monde politique qui quand même, j'aimerais moi entendre dans la bouche l'indignation qui est la mienne, ou l'étonnement, ou la colère ou l'émotion, mais parce que l'émotion va avec la colère, parce que c'est l'émotion, je me dis, c'est quand même... je pense aussi que la politique, telle que moi j'essaye, et on en parlera probablement à propos du cinéma, pour moi c'est la politique non pas partisane,
non pas dans l'obsession du pouvoir, mais simplement notre politique à nous toutes et tous, politique de citoyens, le bien commun, s'occuper de nos affaires, être sauvons-nous nous-mêmes, être le peuple souverain. Je pense que c'est une affaire sensible. Ce n'est pas qu'une affaire froide, ce n'est pas qu'une affaire de programme. Et c'est bien pour ça que je suis inquiet. Parce qu'il y a une dynamique d'un imaginaire terrifiant actuellement qui traverse notre pays. Et en face, nous avons des calculs, ou politiciens ou stratégiques. Je ne veux pas avoir de mépris pour tous les partis politiques et leurs ambitions et les élus et ce qu'ils font. Mais face à cette vague de puanteurs qu'on a en face de nous, il nous faut un imaginaire. Il nous faut des idéaux. Il nous faut une force qui nous mobilise, qui nous rend une sorte de beauté de ce qu'on a en commun, qui nous enthousiasme et qui ne sont pas simplement des paroles, qui sont une forme de dignité, d'attitude. Et ce qui me sidère, qui fait que je me soigne, hein, je dis je me soigne au sens... c'est pour ça que je fais ces rencontres aussi, c'est pour me dire, bah, tiens, quand même, on va se donner du courage. À un moment, je cite Günther Anders. Günther Anders a été le premier mari d'Hannah Arendt, une philosophe, les origines du totalitarisme, etc. Et Günther Anders a survécu dans la génération allemande de l'exil, et il a été le premier penseur de l'écologie, on pourrait dire, le premier philosophe de notre civilisation technicienne et du mal qu'elle faisait à la nature. Et à un moment, dans les années 70, il est interviewé, je le raconte dans le livre, un peu sur la thématique d'aujourd'hui. C'est un jeune qui lui dit « Mais tout ce que vous avez dit là, mais tout ça, mais à chaque fois, le mouvement socialiste, le mouvement ouvrier, le mouvement humaniste le dit, etc. Alors, bon, c'est toujours la même chose et tout. » Et là, il dit « Écoutez, oui, je suis désespéré. Et que voulez-vous que j'y fasse ?» Puis après, il dit bah, « Je fais ce que je dois faire. » Je fais ce que je dois faire, je fais face. C'est-à-dire que je ne vais pas me payer de mots. C'est pour ça ma dérobade. Je ne vais pas me payer d'illusions en vous disant voilà, la solution politique électorale, elle est là. Je pense qu'il vaut mieux prendre conscience de la gravité du moment et se dire là, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge, nous tous, à notre niveau. Il faut qu'on soit voilà, au rendez-vous de ce moment qui est un moment grave. Vous avez écrit un autre ouvrage qui s'appelle « Tous les films sont politiques » avec Costa Gavras. Ce soir, la soirée s'appelle « Cadrage et débordement ». C'est le volume 2. La première session a eu lieu avec Alain Damasio, parce qu'on peut très bien aborder aussi la politique au cinéma. Jean-François. Oui, alors, nous sommes dans une salle de cinéma, comme vous l'avez pu le constater. Et donc, derrière nous, il y a cet écran. Et vous l'avez dit, la réflexion, en fait, elle passe par des livres, des textes. Elle peut passer aussi par d'autres vecteurs et aussi par des lieux. Et moi, j'y crois beaucoup à cette puissance des lieux pour la citoyenneté. C'est un lieu, on a écouté de la musique tout à l'heure, magnifique. Tout à l'heure, il y a une œuvre d'art, enfin, oui, une œuvre d'art qui va être proposée à 21h. Je vous conseille tous de rester pour cette projection. On en parlera tout à l'heure. Ce lieu ici, effectivement, c'est un lieu politique, c'est un lieu de citoyenneté, c'est un lieu, ça peut être un lieu justement qui va nous permettre de dépasser ce désespoir. Moi, juste avant de parler de cinéma j'aimerais que vous reveniez un petit peu parce que ce livre, je l'ai lu avec beaucoup de passion. Parce que vous parlez de désespoir, j'aimerais que vous reveniez sur le titre et sur Benjamin, puisque oui, parce que voilà, il y a un autre, il y a Benjamin, il y a un suicidé ici, Karl Einstein, qui s'est jeté dans le gave de peau pratiquement au même moment, juste à côté de chez André Maviel, donc Anaï, que vous connaissez bien, qui était venu ici chanter étranger, magnifique aussi. Poème de Prévert, voilà. Formidable. Il y avait déjà de la musique. Vous voyez, chaque fois que vous venez, il y a de la musique aussi, de l'art. Et donc j'aimerais avant qu'on parle de cinéma, que vous reveniez sur... Parce que c'est un livre de réflexion, hein, je vous le dis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est dommage, mais il sera en vente, il y aura une signature après, les deux livres d'ailleurs, le livre sur le cinéma, sur Costa Gavras aussi. C'est un livre alors, qui à la fois, excusez-moi, développe des articles que vous avez écrits, enfin, reprend les articles que vous avez écrits. Certains sont assez anciens, et là, on est vraiment surpris,
incroyablement surpris par la lucidité. Je fais un compliment que je vous fais, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, vous écrivez en 2004, en 2012 des choses, et bien vous avez raison, voilà. Et c'est un livre de réflexion, où il y a beaucoup de références philosophiques, où il y a beaucoup de conceptualisation, et qui donne aussi des connaissances historiques. Et c'est, bon, on y reviendra peut-être, c'est le droit de savoir, c'est la connaissance, comme disait Spinoza, c'est la connaissance qui libère, c'est l'ignorance qui nous maintient dans la servitude. Et votre travail, là, on voit bien le travail que vous faites à Mediapart, le travail que vous faites dans ce livre, le travail que font d'autres cinéastes. Alors, j'aimerais que vous reveniez, parce que, bon, c'est Benjamin. Je vais dire, c'est le titre, et en fait, résume un peu la musique, et vraiment, pardon d'avoir donné l'impression d'une gravité si tendue tout à l'heure, parce que ça peut démoraliser tout le monde, donc c'était pas mon but. Hein. J'espère plutôt que c'est parce qu'on parlera du cinéma de Costa Gavras. Le cinéma de Costa Gavras raconte souvent des histoires tristes, des histoires de défaite, mais sa force pour ma génération, c'est qu'on en sortait gonflé à bloc. On se disait, bah, du coup, on va y aller quand même. Hein. On va y aller. Hein, on va se battre pour le droit, pour la justice, pour des choses élémentaires, hein, je dirais, la beauté, quoi. La beauté de ces mots-là. Hein. La beauté, la bonté, pour moi, c'est pas des concepts creux. En face, nous avons beaucoup de laideur et de méchanceté. Donc, la beauté et la bonté. Et donc, en fait, j'ai mis à ce titre et la musique de ce livre à l'enseigne, en effet, alors Walter Benjamin, j'ai fait d'ailleurs un livre sur lui. Il y a un chemin de l'autre côté des Pyrénées, hein, qui s'appelle le chemin Walter Benjamin. Et j'ai accompagné la réédition d'un livre sur la passeuse, qui était une antifasciste, une résistante allemande anti-nazie, Lisa Fitko, qui a fait donc ce passage par lequel beaucoup de gens sont passés en 40-41 à partir de Banyuls. Et le premier groupe qu'elle a fait passer, c'est une dame et son fils et Walter Benjamin. Et Walter Benjamin, en fait, il y a eu, juste au moment où ils arrivent de l'autre côté à Portbou, il y a un changement de réglementation, donc les Espagnols vont le remettre et du coup, il se suicide. Il se suicide à l'image de toute une partie de la génération du Weimar en exil, c'est-à-dire de tous ces intellectuels allemands qui se sont trouvés dans une impasse. Ce n'est pas des suicides de désespoir, c'est des suicides, dans le cas de Benjamin, pour moi, c'est le suicide de quelqu'un qui, comme un suicide à l'antique, comme un suicide socratique, et de quelqu'un qui ne voulait pas, au fond, quitter l'Europe. Alors pourquoi Benjamin ? C'est que il y a un texte qui a été très commenté depuis, qui est ses thèses sur le concept d'histoire, qui pour moi renvoie à la musique, qui est ma réponse. Son texte, il était minuit dans le siècle. Hein, il faut bien voir ce que toute cette génération a subi, mais dans d'autres coins du monde, il est aujourd'hui minuit dans le siècle. Si vous étiez un démocrate syrien ces dernières années, pour vous, il était minuit dans le siècle, hein, de tous côtés. Hein. Donc, faut penser aussi que ces ombres traversent des régions qui ne sont pas loin de nous. Et donc, il fait ce texte pour dire, en fait, pour s'en prendre justement à au fond, tous ceux qui veulent lutter ou s'engager en politique en ayant des assurances. Est-ce qu'on va gagner ? L'idée du progrès, l'idée de l'assurance, de la victoire, l'idée du calcul. Et lui, il dit non, il dit... L'histoire, elle est faite de progrès et de regrets. Et au fond, c'est contre un peu cette idée que l'histoire serait écrite. Donc c'est une philosophie de l'événement. Et l'événement, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de le provoquer, mais il faut d'abord faire ce qu'on doit. Et peut-être arrivera-t-il. Hein. C'est donc c'est très imprégné aussi d'une certaine culture un peu messianique. C'est-à-dire, est-ce que le Messie va arriver ? C'est-à-dire, la version laïque, c'est l'événement, la surprise, etc. Et c'est donc un texte, au fond, de résistance et de critique des certitudes, à la fois du côté d'une certitude économique, hein, on va être de plus en plus riche, on va être de plus en plus développé et tout ira bien. Ben, on voit que ce n'est pas le cas. Ou on va organiser des partis ouvriers et puis les lendemains chanteront et tout ira bien. Ben, on voit que c'est pas sûr et puis parfois ça peut produire aussi des pouvoirs autoritaires ou des pouvoirs qui piétinent les droits. Alors il se trouve que Walter Benjamin a dit à propos de quelqu'un, il a sa place à gauche de l'impossible. Et c'est une très belle expression, je trouve, qui dit un peu, voilà, trouver cette porte étroite de l'espérance à gauche de l'impossible. Hein.
Et ce quelqu'un, Kurt Tucholsky, était le journaliste le plus populaire, le plus célèbre de la République de Weimar, donc la République qui a tué l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Il était haï par les nazis qui voulaient et qui vont brûler ses livres et qui voulaient le brûler lui-même en place publique. Il était tenu en méfiance par les sociodémocrates qui trouvaient que il déprimait la République, quoi. Enfin, voilà, qu'il ne faisait pas des bonnes nouvelles. Et puis, il était tenu en méfiance par les communistes staliniens à l'époque parce qu'il ne s'alignait pas sur eux. Bref, il était indépendant. Je me reconnais bien là-dedans parce que voilà, on prend des coups de tous côtés parfois. Et Kurt Tucholsky, et donc ce n'est pas un exemple ce que je vais dire. Hein, ne croyez pas que je sois au bord du même geste. C'est pas du tout ce que voulait dire mon émotion tout à l'heure. Donc, il se suicide comme beaucoup d'autres. Lui, avant Benjamin, en 35-36, dans le nord de l'Europe, il était malade par ailleurs. Et lui, pareil, c'est pas un suicide de désespoir. Je cite ses textes. Il dit bon, voilà, moi, notre génération, elle n'a pas réussi. Elle doit accepter de contempler son échec. Et en même temps, voilà, le temps est venu de nouvelles générations et il faut tout reprendre par le début, etc. Donc, ce à gauche de l'impossible, c'est à la fois parler de la mélancolie du journaliste qui... Merci pour le compliment. C'est vrai que quand moi j'ai fait la sélection des textes qui font la seconde partie de ce livre, par moments j'ai été sidéré moi-même. Parce que voilà, les choses, quand je vois tout ce qui s'est passé, ce que je dis depuis 10 ans, puisque en effet ce sont des textes qui s'étalent de 2012 à 2000, cette année, à 2021, je me dis, voilà, tu dois accepter quelque part ta défaite. Et en même temps, leur pertinence est là. Donc c'est aussi de dire cette musique. Pour ça que je fais un clin d'œil toujours en disant Spartacus. C'est-à-dire que c'est pas parce que on va parler du cinéma. Moi, c'est... Pardonnez, vous allez croire qu'il pleure tout le temps, mais je rigole. Mais pour dire comme ça, il y a une scène de... Vous connaissez Spartacus, Stanley Kubrick, Kirk Douglas, avec en plus une histoire importante sur les vaincus, puisque Dalton Trumbo, qui fait le scénario, était un des 10 d'Hollywood qui ne pouvait pas signer, et Kirk Douglas, finalement, va le créditer. Il était victime du macartisme. Mais on pourrait continuer le scénario au départ et fait à partir d'un livre d'Howard Fast, qui était un journaliste communiste qui va rompre avec le Parti communiste après la Hongrie et dont les mémoires c'est Being Red, mémoire d'un rouge. Donc voilà, et qui voulait écrire. Enfin bref, il était en tôle. Il a écrit en tôle. Donc tout ça. Et la séquence de Spartacus qui est virale, hein, elle est partout sur les réseaux sociaux et elle a traversé le monde entier dans toutes les causes qui ont l'air perdues. J'ai un ami palestinien, l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, qui me raconte comment les Palestiniens, dans sa génération, ils regardaient ce passage de Spartacus. Et ce passage de Spartacus, c'est la fin. Les légionnaires sont partout autour, là. Puis ils sont tous là, ils sont vaincus, ils sont perdus. Et là, il y a Rome qui dit si vous nous dites qui est Spartacus, vous aurez la vie sauve. Sinon, vous aurez le supplice de la croix. Et là, Spartacus, Kirk Douglas se dit quand même, bon, c'est foutu, il faut bien, je vais les sauver, quoi. Donc, il va pour se lever, pour se dénoncer. Et là, juste à côté, I am Spartacus, I am Spartacus, I am Spartacus. Et tous se lèvent et disent, c'est moi, je suis Spartacus. Et donc, voilà, c'est ça, la suite, nous sommes Spartacus. Bon. Et là, ouais, on va faire plus bel hommage au cinéma et à la pensée et au cinéma politique, effectivement, ce grand film de Stanley Kubrick. Et du coup, oui, alors moi je voulais juste, on va venir vraiment sur le cinéma, mais vous vous inscrivez quand même dans une histoire des idées, vous le dites, depuis Spartacus jusqu'à... non, mais en passant par Zola, vous écrivez pour les musulmans et Zola écrit pour les juifs juste avant J'accuse, sur la liberté de la presse, Bailly, la sauvegarde du peuple, tous ces gens-là, en fait, ils nous donnent à tous, à vous en particulier, mais à tous, à nous, les gens du peuple, ils nous donnent une force et une puissance. Et vous vous inscrivez là-dedans, et vous inscrivez là-dedans à partir de concepts et d'idées, par exemple. Vous revenez, ça c'est dans notre époque relativiste et qui part, comme vous parlez du côté obscur, là, où tout se vaut. Enfin, si on suit certains médias actuellement, c'est quand même une catastrophe là pour
le dire autrement que vous, enfin pour le dire, à partir de concepts extrêmement importants. Vous avez parlé de vertu, mais la notion de liberté, de vérité, vous voyez, des choses que maintenant c'est la post-vérité. La vérité, ça n'existe plus, quoi. C'est un truc qui court même dans les écoles primaires, quoi. La notion de liberté, d'égalité, de droit naturel, voilà, de dignité humaine. Et ça, c'est constamment dans vos livres. Alors, il y a des cinéastes aussi qui font ça, bien sûr. Et donc, les deux dont je voudrais parler aujourd'hui, puisque vous avez écrit un livre sur Costa Gavras, qui est effectivement un cinéaste éminemment politique, que tout le monde connaît dans la salle, évidemment. Et on va passer tout à l'heure, juste après la séance de signature des deux livres, qui aura lieu ici, juste à côté. On va passer donc, alors, même pas sur la ville. Alors, vous me disiez tout à l'heure, on s'est posé des questions sur quel film on aurait pu évidemment passer un Costa Gavras, parce qu'il y en a beaucoup et ils ont été réédités aussi. Même pas sur la ville, il y a quand même ici, vous faisiez la réflexion tout à l'heure, une actualité, je veux dire, quelque chose, vous allez expliquer mieux que moi, par rapport à... Donc on va parler de ce film, on va parler du cinéma politique en général, quoi. Hein, parce que, voilà, tout à l'heure, tu disais, Sophie, que on est dans le cadre de quelque chose qui s'appelle cadrage débordement. Alors, cadrage débordement, pour ceux qui connaissent, c'est un terme de rugby. Donc, en ce moment, il y a les Montois qui ont inventé le cadrage débordement, qui sont... à côté. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le cadrage débordement, mais c'est un terme de cinéma aussi, le cadrage. Et le débordement, c'est tout ce qu'on peut en faire de cette figure qui peut, justement, par rapport au débat, parce que le cadrage, c'est la base même du cinéma. Tous les films sont cadrés, hein, forcément. Dans notre technique cinématographique, l'écran, c'est un cadre. Et le débordement, c'est ce qui pourrait venir des discussions qu'on pourrait avoir. Et cadrage débordement, c'est quelque chose qu'on voudrait faire, pérenniser ici à la Talente, c'est-à-dire faire des rencontres. Alors, on a eu Alain Damasio il y a quelques temps. On vous a aujourd'hui. Bon, on est très, très contents. On espère pérenniser ça. J'espère que vous reviendrez aussi avec d'autres films. Donc, Costa Gavras. Ouais. En tout cas, dans mon cas, le débordement a réussi. Là. Vous m'avez fait déborder, là. mais deux choses sur ce que vous avez dit sur vérité, liberté, etc. Je pense que quand je dis l'essentiel est en jeu, je pense, et c'est là où on a un vrai problème avec la parole publique, c'est-à-dire qu'il faut revenir à une pédagogie de l'essentiel. Je crois vraiment ça. Et par exemple, cette question de la vérité, je dis aujourd'hui, notre ennemi, notre adversaire, c'est l'opinion. Je suis pour la liberté d'expression. Mais je citais Hannah Arendt tout à l'heure, c'est un texte qu'elle a fait dans les années 60, Vérité et politique. Elle dit il y a deux types de vérités. Je simplifie. Il y a les vérités d'opinion. Le cerveau humain créera toujours des centaines de milliers, des milliards, des millions, tout comme vous voulez, des raisonnables, des folles, des pertinentes, des meurtrières, des stimulantes et des profondément détestables. Et elle dit, s'il n'y a plus que des vérités d'opinion, c'est la guerre de tous contre tous. C'est mon opinion contre ton opinion, donc ma croyance contre ta croyance, mon identité contre ton identité, ma communauté contre ta communauté, et ainsi de suite. Pour qu'il y ait un monde commun, et c'est le défi d'une culture démocratique, et ce qui fait que par rapport à des régimes autoritaires, cette question-là est une question essentielle. Et ça va au-delà d'Orwell et de 1984, c'est-à-dire avoir un espace public démocratique qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de débattre, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de défendre nos droits ou d'en demander de nouveaux ou d'en inventer de nouveaux. Il faut, dit-elle, qu'au cœur du débat d'opinion soit placé ce qu'elle appelle « truth of facts », les vérités de fait. C'est petit v, pluriel. Ce n'est pas la vérité révélée, c'est des vérités sur le présent, lequel est encombré de passé, qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent de raisonner, qui nous permettent de discuter. C'est là où je dis que le journalisme est requis. Bon. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, en dévoyant, parce que ce n'est pas les réseaux sociaux notre problème. Fox News, ce n'est pas les réseaux sociaux, et CNews, ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est un oligarque, M. Bolloré, qui est aujourd'hui un mogul des médias et de l'édition en France, et après avoir fait sa fortune dans l'oppression des économies et des peuples africains. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ils font ?
eh bien, il décide de tuer l'information, de tuer les vérités de fait par l'opinion. C'est l'opinion qui remplace. C'est-à-dire, c'est le divertissement des opinions. Et sur le thème, on ne peut plus rien dire. Donc on va dire les pires choses, parce que les pires choses font du clash. Les pires choses font faire du rebond. Et donc c'est aujourd'hui vraiment, quand je dis la puanteur, la laideur, et c'est pour ça qu'il faut combattre cet univers et ne pas y aller. On ne discute pas recette de cuisine avec des anthropophages, formule que j'ai popularisée d'un philosophe spécialiste de la Grèce qui fut compagnon de la Libération, Jean-Pierre Vernant. Et donc, c'est vraiment le problème aujourd'hui. Nous avons un problème pour défendre la vérité. Et on voit bien même la vérité sur le passé. Mais ça va avec tous les mensonges qu'ils peuvent dire sur les migrants, sur les réalités sociales de notre pays, sur les prénoms, sur je ne sais pas quoi, sur n'importe quoi. Voilà. Bon. Et donc, vous voyez bien qu'on est au cœur de quelque chose d'essentiel. Et donc cette question de la culture démocratique, de veiller à la culture démocratique, de veiller à sa vitalité, de veiller à sa dignité. C'est pour ça que je dis souvent, compris à des personnes qui cherchent, et je le comprends, il y a une telle impatience et qui cherchent le raccourci par les élections, je leur dis attention, il ne suffit pas de se dire tiens, une fois élu, on changera les choses, on fera une nouvelle constitution. Il faut déjà que dans l'opposition, la culture démocratique soit en pratique. Ça veut dire le respect de l'indépendance de la justice. Ça veut dire le respect du pluralisme de la presse et de son autonomie et de son indépendance. Ça veut dire ne pas être dans une culture du sectarisme, de la virulence. Je dis souvent dans mon métier, ce n'est pas vrai qu'il suffit de croire que l'on pense politiquement juste pour informer vrai. C'est même parfois le contraire, parce que parfois, il faut trouver des informations qui vont bousculer nos certitudes. Donc, pourquoi je dis que c'est un enjeu essentiel ? Parce que il y a une spécificité française sur laquelle j'alarme vraiment, qui est liée à la fois à nos institutions, ce piège de la Ve République, où nous sommes tous pris dans cette échéance du vote pour un seul, depuis la fameuse inversion du calendrier qu'a proposé Lionel Jospin, alors qu'à l'époque, on pouvait rester sur une culture démocratique où le Parlement l'emportait sur l'élection présidentielle, et où, du coup, ça détermine tout, à tel point qu'on n'entend pas parler de qu'est-ce qu'on va faire pour les législatives. Du coup, ça crée ce monstre qui s'appelle majorité présidentielle. Ça ne devrait pas exister. Vous ne devriez pas accepter cette formule. Un député, c'est un député de la nation. Il n'appartient ni à son parti, ni à son territoire. Il a deux fonctions, faire la loi, et si on était dans un régime parlementaire d'assemblée, eh bien, il y aurait des discussions, il y aurait des échanges, il y aurait des compromis, des négociations, des convictions, il y aurait des majorités d'idées. Ce ne serait pas clan contre clan. Et puis surtout, il a une deuxième fonction, un député, contrôler l'exécutif. Et si on dit majorité présidentielle, ça veut dire, et c'est ce qui se passe, qu'il ne contrôle rien. Qui ne contrôle rien, puisque le pouvoir exécutif, son centre, c'est le pouvoir présidentiel. Et tout cela, je le rappelle, quand la gauche est venue pour la première fois aux affaires en 81, ça s'est traduit, et c'est intéressant de se souvenir sur quoi ça s'est traduit. Le groupe parlementaire socialiste était dirigé par Pierre Joxe, et il refuse une demande de François Mitterrand, qui est l'amnistie des généraux factieux de l'OAS. Et là, le Parti socialiste, dirigé par Lionel Jospin, relaie la demande de l'Élysée, et du coup, il faut que le groupe parlementaire se couche et accepte ce cadeau fait à l'extrême droite. Ce cadeau fait à l'extrême droite, alors que ce sont les généraux qui ont essayé de renverser une république. Donc je dis ça sur le piège français. Mais ce piège français intervient, nous le savons tous, dans un contexte qui est que la monstruosité nouvelle de notre époque, c'est la naissance de régimes autoritaires issus de l'élection et utilisant les nouvelles technologies de communication pour ça, les algorithmes, Facebook, etc. Trump, Bolsonaro, Orban, mais Erdogan, c'est quoi? C'est des démocraties autoritaires. Tous ont eu l'élection. Donc ils disent « je suis élu, je suis légitime par l'élection ». Et néanmoins, étant élu, ils piétinent des droits fondamentaux. Ils remettent en cause des droits fondamentaux. Ce qui est au programme de ce qu'on entend, sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, remettre en cause le contrôle constitutionnel. Il faut bien écouter tout ce qui est proposé actuellement.
c'est des propositions et qui infiltrent notamment l'ensemble de la droite, dans les débats, y compris du principal parti de droite qui va avoir sa primaire. On sent cette course. Michel Barnier, qui était un Européen convaincu à Bruxelles, maintenant qu'il est candidat dans son parti, il a dit il faut parfois sortir du contrôle par la Cour européenne des droits de l'homme, pour pouvoir faire une politique qui ne serait pas une politique de principe. C'est exactement ce que dit Orban, c'est ce qui est fait en Pologne contre les droits des femmes sur l'avortement, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que là, quand je dis l'essentiel est en jeu, c'est-à-dire qu'on est face à une dérive qui est... Et c'est là où, pour moi, peut se faire une dynamique, parce que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire, si on est dans le moment en disant il faut d'abord prendre mon programme et tout mon programme, c'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait on fait une dynamique en s'en tenant à l'essentiel. C'est celle, en s'en tenant à des principes fondamentaux qui concernent aussi bien la répartition des richesses, qui concernent les inégalités sociales, qui concernent l'urgence climatique, mais qui concernent d'abord cette question essentielle, c'est rester maître de notre destin par cette pratique démocratique. Ce qui m'amène à Costa Gavras, parce que, bon, moi, je ne suis pas critique de cinéma, je suis cinéphile comme vous, au sens où, pour moi, le cinéma est... Bon, c'est vraiment, pour moi, là où se joue notre imaginaire. On a, bien sûr, on a la littérature, on a la poésie, on a toutes sortes, on a l'ensemble des arts et des créations, mais c'est clair pour moi que pour ma génération, en fait, son imaginaire s'est passé dans des salles obscures, s'est passé dans cette relation à ce qui se joue dans cette projection sur un écran. Et ce qu'a fait Costa Gavras, dont l'histoire est intéressante parce qu'il naît en 1933. Donc pour moi, il y a un siècle de Costa Gavras. Pour moi, quand vous regardez, il a à peu près rien loupé. Dans 19 films, il a loupé aucune question centrale de notre époque. La question des régimes autoritaires, la question du passé, Vichy, il l'a fait sur les cours spéciales de Vichy. Il a fait la question des migrants, Éden à l'Ouest, très tôt. Il a fait la question de la Palestine et d'Israël dans un film trop oublié, Anaka. Il a fait la question des mémoires, dénouer le passé, c'est Amen, c'est aussi comment dire, la boîte de musique. Il a fait aussi les suprémacistes blancs américains avec Betrayed, la main droite de Dieu. Donc voilà. Donc et ce qui m'a intéressé, c'est justement de dire mais pourquoi cette démarche qui rejoint ce que nous faisons là, c'est-à-dire de faire, en clair, vous avez compris que moi, je n'aime pas cette politique froide du programme. Voilà, vous êtes de mon côté, du côté de mon programme, ou vous êtes contre moi, etc. J'aime bien des choses qui rassemblent un peu plus et qui ne sont pas sectaires et qui ne sont pas exclusives. Et dans le cinéma français, ou international, parce qu'il est grec, il est aussi français, mais il parle au monde, Costa a voulu faire un cinéma de qualité, d'action, qui raconte, qui entraîne par l'action, et c'est un talent de raconteur, parce que là, vous retrouverez dans ce livre, Benjamin, un texte sur qu'est-ce que c'est que l'art du récit, et de la même manière qu'on tue la vérité, on tue le récit, il n'y a plus de récit. Le récit qui nous emporte, et c'est pour ça qu'on aime bien relire Alexandre Dumas, Victor Hugo, etc., parce qu'on a besoin de grands récits qui nous emportent aussi. Et du coup, il a fait le choix d'un cinéma populaire, d'un cinéma grand public. J'aime bien, il y aura bientôt dans Mediapart une grande interview de Jean-Luc Godard qui nous accorde ça. Il sera faite cette semaine. Comment dire, c'est l'antithèse, pourrait-on dire, Godard, tout en étant de la même génération. Mais c'est vrai que pour moi, le cinéma de Gavras peut être moins avant-gardiste que celui de Godard par rapport à des créations, des audaces dans le montage, dans la façon
façon de travailler les images, de jouer, de laisser le spectateur un peu faire son œuvre, etc. Mais il y a derrière, et donc moi, en fait, ce livre, c'est un livre qui parle du cinéma de Gavras, qui le raconte, qui parle de son histoire et qui en même temps est un livre exactement en résonance avec tout ça. Et peut-être que si ce livre, À gauche de l'impossible, vous déprime un peu, bah, vous lisez l'autre et vous en sortez moins déprimé. Alors c'est vrai que Costa Gavras, ce que vous venez de dire là sur le... C'est vrai que, de toute façon, moi, je ne pense pas qu'il soit déprimé. Non, mais c'est mes émotions du début. Je me suis dit, voilà. j'ai mis je ne voudrais pas. C'est plutôt une émission de résistance. C'est ça. Je reviens, j'essaye de rectifier. Parce qu'au contraire, c'est très laboratif. On sort de là, on a envie de bouger, de faire des choses. Voilà. Et Costa aussi, parce que, alors justement, il a fait 2 films au début de sa carrière. Là, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Z, parce que, bon, Z, il repasse, peut-être, je ne sais pas si les plus jeunes d'entre vous connaissent Z. Donc, c'est sur l'assassinat d'un homme politique en Grèce. Et juste après, il fait L'Aveu. Et donc, L'Aveu, c'est de l'autre côté les méfaits du la trahison des idéaux socialistes par le socialisme réel. Et du coup, je me rappelle à l'époque, s'il y avait des débats, on disait c'est un traître. Ouais. Et justement, mais c'est ce rapport à la vérité là qui est là. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est très fort parce que vous voyez, y compris, il y a eu des bonus, mais je les cite. C'est-à-dire qu'il y a Simone Signoret et Yves Montand qui, à l'époque, sont encore compagnons de route du PC quand ils font L'Aveu. Et c'est Yves Montand qui était déjà dans Z. Donc Z, très bien, c'est contre la dictature des colonels. Il y a celle de Franco, il y a celle de Salazar, il y a des dictatures en Europe quand Z sort. Et pour moi, c'est un souvenir de jeunesse, puisque j'assiste au tournage de Z que la France refuse de produire. Ils arrivent à avoir un peu l'avance sur recette, mais ils ne trouvent pas de producteur. Et Jacques Perrin, en fait, demande à l'Algérie nouvellement indépendante. Moi, je suis à Alger à l'époque, voilà, et j'assiste au tournage de Z. Bon enfant, près du tunnel des facultés, au cœur d'Alger, ville où à l'époque il y avait une excellente cinémathèque où on pouvait faire vivre le cinéma. Et donc il y a Z, donc un coup de tonnerre, succès mondial, etc. Et puis dans la foulée, avec Georges Semproun, qu'on connaît ici. Je rappelle que Federico Sanchez, c'était son pseudo quand il était clandestin pour le Parti communiste, résidait ici pour traverser la frontière. Il résidait au Pays Basque pour toutes les missions qu'il a faites dans les années jusqu'au début des années 60. Et donc avec Semproun, il avait travaillé pour Z, il décide de prendre ce témoignage d'Arthur London, et c'est très très fort parce que y a Montand, Yves Montand, je trouve que ses meilleurs rôles au cinéma, c'est dirigé par Costa Gavras, y compris dans un film oublié avec Romy Schneider où Costa fait une pause. C'est curieux, tout d'un coup il fait une pause, et il fait une pause sur, au fond, qu'est-ce que c'est que l'amour, ou qu'est-ce que c'est que... On pourrait dire que c'est un écho au livre de Mona Chollet aujourd'hui sur les couples, l'hétérosexualité, les relations entre hommes et femmes. On pourrait dire ça, et donc c'est Clair de femme, c'est un super. Bon, et donc en fait tous les rôles que va jouer Montand avec Gavras sont des rôles retenus. Ce n'est pas du tout le Montand un peu cabotin d'autres films, de Claude Sautet, etc. C'est un film. Et dans le cas de L'Aveu, c'est encore plus fort parce qu'il va maigrir de je ne sais plus combien de kilos. Il va endurer l'épreuve de la torture, de l'interrogatoire, etc. Et là, c'est très très fort parce ils font ce film, lui et Signoret, alors qu'ils sont vus comme des icônes de la gauche. Et à l'époque, il y a encore l'Union soviétique. En plus, l'histoire, et il y a un vice-ministre soviétique de la culture qui va arriver en France et qui va dire ce film est anticommuniste, et on lui demande mais vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu, mais il sait qu'il est anticommuniste. Il y aura une crise au sein du Parti communiste, il y aura etc. Et c'est ça la force, tenir tous les bouts de la vérité. Et après ils font le film qui suit, c'est État de siège, qui est tourné au Chili avant le coup d'État et qui sort en fait après le coup d'État, va être victime l'Union populaire chilienne et la mort d'Allende, mais c'est tourné pendant qu'Allende est là, et où dans État de siège, en plus contre-emploi total, Montand joue un salaud.
joue un salaud. Mais il le joue très bien avec conviction. Il joue un professeur de torture. Un professeur qui est là pour aller dans les dictatures, leur apprendre, etc. Et là, il y a derrière la question morale, la question morale que toutes les personnes qui ont lutté ou milité, je veux dire, à la limite voilà, en allant jusqu'au bout de l'engagement, peuvent se poser, qui est celle de la violence, celle du meurtre, celle de tuer quelqu'un. Et là, il y a quelque chose de très fort dans ce film. Et donc voilà, j'aurais pu appeler ce petit livre « Notre siècle ». Alors, tous les films sont politiques, c'est une formule qu'emploie Costa-Gavras parce qu'on les a mis dans la boîte, vous faites des films politiques. Donc, bon, tous les films sont politiques. Voilà. Bon, mais en même temps, c'est vrai. En même temps, on peut tous les démonter. Les illusions perdues de Giannoli qui vient de sortir, c'est un film politique. Bac Nord est un film politique d'un autre genre. Voilà. Il y a évidemment tout ça. Et alors, le choix qui a été fait de Francesco Rossi, Main basse sur la ville. Alors, il y a un clin d'œil à l'Italie parce que Franco Solinas, qui a été scénariste, mais pas de Main basse sur la ville, avec Francesco Rossi, a été scénariste de plusieurs films de Gavras, dont Anaka, dont j'ai parlé. Il est décédé d'un cancer avant sa sortie. Et c'est Franco Solinas est le scénariste de La bataille d'Alger, film longtemps maudit en France, de Gillo Pontecorvo, sur justement, ce qui montre bien le placard colonial dont je vous parlais. Il a fallu attendre un bail et aujourd'hui encore, la télévision publique le diffuserait. Je suis sûr qu'il y aurait une campagne pour dire c'est une honte, comme il y a des campagnes aujourd'hui. Et alors, le clin d'œil, c'est quoi? C'est que j'ai cru apprendre qu'il y a un certain monsieur Grave, je crois que c'est son nom, qui est une sorte de monsieur très riche, anti-européen, pour l'enrichissement par la finance le plus sauvage, qui a racheté le club de Biarritz. Je ne me trompe pas? Oui, et c'est le même monsieur, s'appelle comment déjà, le Biarritz Olympique. Biarritz Olympique. Et c'est le même monsieur qui a proclamé, après avoir soutenu le Brexit, après avoir été trumpiste et tout, qu'il finançait la campagne, la candidature d'Éric Zemmour. Or, comme vous le savez, peut-être, si vous avez suivi les municipales à Biarritz, ce monsieur a acheté, on se demande pourquoi il a acheté le Biarritz Olympique, parce qu'il y a 7 hectares autour et que l'immobilier, ça paye. Et il fait pression, il semble que la maire élue résiste, pour récupérer ces 7 hectares, voilà, pour faire son opération. Main basse sur la ville. Alors là, c'est d'autres terres, vous verrez dans cette histoire. En plus, Francesco Rossi est napolitain, donc il a énormément traité la question de la Camorra, pas la mafia sicilienne, mais la Camorra napolitaine. Mais en même temps, il a fait une incursion en Sicile à partir d'un roman formidable de Leonardo Sciascia, qui est Cadavre exquis, qui est formidable film. Donc, il a traité la pardon de la politique. Et ça, c'est comment dire, nous, là, je dois dire que nous, pourquoi j'ai aussi voulu écrire sur le cinéma de Costa-Gavras, c'est que nous, journalistes à Mediapart, il y a une autre case de notre désespoir, c'est un grand mot, mais nous, ce qu'on traite, c'est que la réalité est pire que la fiction quand même. Les histoires Sarkozy que j'ai évoquées, si vous les reprenez sur Mediapart, vous mettez ça dans un roman et dans un film, une papesse de la presse People, des bras cassés, de l'argent qui vient, se soudoyer des juges libanais pour qu'un fils Kadhafi soit sorti de prison et prenne de l'argent pour innocenter Sarkozy. Tout ça, c'est ça qu'on raconte. Alors, je ne parle pas même de toute l'histoire avec Kadhafi. Et puis, au même moment, la présidente qui appelle la papesse, qui lui dit « Alors, c'est pas trop dur, Mimi, en prison, tiens bon, etc. Oui, embrasse ses enfants, embrasse Emmanuel et tout. » Oui, c'est vrai, tout ça a lieu. C'est comme ça. Ça va avec ce que j'ai dit sur l'opinion. C'est-à-dire que la presse People, c'est quoi une papesse de la presse People? C'est quelqu'un qui, pour les stars, empêche que des informations qui les dérangent sortent.
Donc, si vous employez des gens comme ça, c'est pas pour communiquer. C'est d'abord pour qu'il n'y ait que sur papier glacé ce que vous voulez, mais pas d'information. Et cette personne s'occupe du couple Sarkozy, des affaires de Sarkozy, du couple Macron au début de la présidence et des obsèques de tapis. Tout ça va ensemble, c'est le même monde. Voilà. Et je dis ça parce que, au fond, toutes nos histoires, nous, on se pince. On se dit, mais ça ferait des films formidables. Voilà. Il y a même dans l'histoire libyenne, il y a des cadavres, il y a... Voilà, il y a le coffre de Benalla qu'on cherche toujours. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a de quoi faire. Et là, ça rejoint mon alerte sur la France. Le cinéma est aussi le lieu où se raconte notre imaginaire collectif. Aux États-Unis, vous avez un cinéma qui raconte le journalisme comme fantassin des batailles de la démocratie. Il est là. Il y a une tradition de films très nombreux. Les révélations journalistiques, les batailles du journalisme pour la vérité sont héroïsées au cinéma. Et les Cahiers du cinéma avaient fait un recueil qui s'appelle Print the Legend, où vous avez tous les films sur le... Et ils sont très, 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 très nombreux. Bon. Regardez en France combien il y en a. Regardez en France combien il y a par rapport à nous, ce qu'on fait et notre rôle. Il y a des films où le journalisme est pas du tout crédible. Alors, désormais, il est dans le film de Giannoli, c'est Les Illusions perdues, mais c'est le journalisme c'est le côté obscur, et c'est à partir de Balzac. Alors, la résonance est avec notre époque, d'autant plus que le héros, Rubempré, c'est le nom qu'a donné Zemmour à sa maison d'édition. Donc, on est bien du côté obscur. On est bien du côté obscur. Il y a une référence directe. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a plein de clins d'œil. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on rejoint cette question de... Il n'y a pas de démocratie des purs. Il y aura toujours des accidents, des problèmes, des conflits, etc. Toute la question, c'est que l'écosystème fonctionne. Qu'on puisse juger des fautes, qu'on puisse dénoncer des fautes, qu'on puisse rectifier ce qui doit être rectifié, etc. Qu'il y ait un écosystème qui permette de faire vivre la contradiction, le conflit. Et ça passe par une culture qui valorise ça. Et qui le valorise notamment dans le grand récit que peut offrir le cinéma. Eh bien, chez nous, on n'est pas rendu de ce point de vue. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et c'est lié beaucoup, comme dans la presse, aux conditions de production, c'est-à-dire qui finance les films et comment les films sont produits, etc. Il y a quand même un lieu où le cinéma politique s'exprime peut-être plus que dans la fiction, c'est dans le documentaire. Bon, le film qu'on va voir tout à l'heure, là, il est quasiment documentaire, puisqu'il y a même certains acteurs. Le député de gauche, c'est un vrai député de gauche de l'époque. Et vous verrez, De Vito. De Vito, voilà. Et Notola, par contre, c'est un acteur. Le grave. Mais il y a un lieu, un endroit où on fait du cinéma politique de manière très très vivante, c'est le documentaire en France. Et d'ailleurs, à Mediapart, vous le savez, puisque vous avez un partenariat avec Tank et à l'USAS. Donc, les gens du Festival de l'USAS, on diffuse 3 documentaires par mois. Voilà. Et donc là, si vous êtes abonné à Mediapart, si vous n'êtes pas, abonnez-vous, parce que vous voyez des documentaires. Là, je viens d'en voir un. C'est quand même formidable de pouvoir les voir. Alors évidemment, on peut les voir aussi en salle. Et il y a un travail qui est fait à la Talente, ici, sur le documentaire. Beaucoup avec Rencontre sur les docs. Là, vous pourrez venir, on pourra vous inviter, bien sûr. Voilà. Et du coup, donc cet après-midi, ce soir, là, je ne sais pas, par rapport au timing, là, Sylvie, il faut arrêter ou je ne vois pas Sylvie. 5 minutes, d'accord. Et donc, écoutez, donc, le film qui va passer tout à l'heure, donc de Rossi, c'est un film de 1963. Bon, c'est l'époque, alors là aussi, on peut en parler, parce que c'est l'époque où le cinéma italien était très, très vivant, très fort, très puissant. Le cinéma politique italien, il y avait d'autres, il y avait Elio Petri, il y en avait d'autres, ou dans notre registre, il y a Pasolini, enfin. Et ce film-là, bon, Rossi, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé et qui, bon, a un rapport à la vérité qui est très clair dans le film. Il sait où il va et dans le film, il va vous amener, mais avec quelque chose qui est très, très, très documentaire. Je ne vais pas divulgacher quoi que ce soit, mais c'est un grand film. Voilà, et cette période du cinéma italien qui a été très riche avec la comédie italienne, Dino Risi, enfin, si vous regardez, des acteurs formidables aussi à l'époque, Gassman, etc.
Et bien maintenant, vous regardez la production actuelle du cinéma, c'est très, très, très faible. Donc, Cinecittà a été détruit. Presque. C'est Berlusconi. Hein. C'est Berlusconi. Voilà. Donc, comme on a Trump, comme on a Bolloré, comme etc. C'est les monstres de l'époque. Voilà. Vous connaissez, juste parce que c'est de Gramsci, un Italien, cette formule. Hein. La crise, c'est quand il y a un vieux monde qui meurt, qui sait qu'il va mourir, qui sait qu'il est condamné, mais il ne veut pas mourir. Parce qu'il veut garder ses privilèges, il vit à court terme, il pense d'abord à sa vie, comment il va s'engraisser, comment il va profiter, comment, etc. Et donc, du coup, il devient méchant, ce vieux monde. Il se durcit, parce qu'il sait qu'il est condamné, mais voilà, il veut continuer, il veut survivre. Et vous voyez l'écho, quand j'ai dit survivre, les survivalistes qui veulent se prolonger, les milliardaires survivalistes qui veulent se prolonger au-delà de 100 ans, qui veulent aller dans l'espace, qui veulent acheter des domaines et des territoires dans le nord de l'Europe parce que l'eau ne les atteindra pas, etc. Il y a tout ce fantasme. Hein. Je ne pense qu'à ma pomme, hein. Je ne pense plus au monde, je me désolidarise du monde. Comme a dit l'intellectuel Bruno Latour, en fait, ce sont des élites offshore. Ils sont hors du monde, hein, et ça va avec l'appropriation privée, le détournement des richesses. Vous connaissez toute l'histoire, les paradis fiscaux, toute l'évasion fiscale et l'ampleur de ce défi, de cette question-là. Hein. C'est une richesse des nations qui ne nous appartient pas. Comme dit Fabrice Arfi, qui est une autre figure de l'enquête depuis début à Mediapart, il dit un fraudeur fiscal, l'évasion fiscale, c'est quelqu'un qui casse des lits d'hôpital, c'est quelqu'un qui brûle des commissariats ou c'est quelqu'un qui déchire des manuels scolaires. C'est-à-dire c'est moins d'argent pour faire tenir une société. Hein. Les avoirs financiers dans les paradis fiscaux, si on ne compte pas les immeubles, on ne compte pas les œuvres d'art, c'est plus que le PIB, le produit intérieur brut, additionné des États-Unis et du Japon. Et ce n'est pas des individus, c'est des institutions, c'est des banques, c'est tout ça. Tout ça est documenté par attaque, par toutes sortes d'organisations. Donc il y a ce vieux monde qui ne veut pas mourir. Et puis il y a un nouveau monde, celui dont on fait l'éloge entre nous, qui est là. Hein. C'est plein de petites pousses. Et on le voit dans la jeunesse, dans ses engagements, dans ses lucidités. Mais il tarde à naître, au sens il tarde à s'imposer, à trouver une traduction politique. Il gagnera, au bout du compte. Il gagnera parce que le vieux monde est condamné. Il peut faire beaucoup de dégâts, ce vieux monde. Il peut faire beaucoup de dégâts entre-temps, mais il y a... Alors, le problème, c'est qu'il y a une course de vitesse, puisque ce vieux monde se crispe et que le nouveau monde... Et la phrase de Gramsci est souvent mentionnée uniquement dans cette première partie. Hein. Un vieux monde qui meurt et un nouveau monde qui tarde à naître. La partie intéressante et importante, et qui était annonciatrice de tout ce que nous vivons, c'est dans cet entre-deux surgissent, dans la traduction littérale, c'est surgissent les phénomènes morbides les plus variés, et une traduction poétique dit dans cet intervalle surgissent les monstres. Donc nous y sommes. Hein. C'est ça le défi qui est le nôtre. Et alors, de ce point de vue, toujours les résonances italiennes et le cinéma. Pasolini, vous savez qu'il a été assassiné, circonstances qui n'ont jamais été vraiment élucidées, mais c'était un Cassandre dans la société italienne, et Cassandre qui annonçait, y compris tout ce que vont dévoiler les procureurs anti-mafia sur l'infiltration, la mafiosisation de la politique, et ce que nous documentons montre quand même des histoires très mafieuses d'appropriation, de chefs qu'il faut protéger, et ainsi de suite, de clans. Et juste avant de mourir, il fait un texte je crois que c'est dans le Corriere della Sera, qui est une alerte sur... Et il fait ça au début des années 70. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, en fait, ils veulent éteindre la lumière. Ils veulent éteindre les lumières, au sens du grand L, hein, ce qui va donner la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce moteur de l'égalité. Il n'y a pas d'autre moteur que celui de l'égalité. Il y aura toujours des gens qui voudront se croire supérieurs à d'autres. Ben nous, on est dans ce mouvement de l'égalité, et c'est ça qui permet en permanence de poser la question de nouveaux droits. Et c'est un texte très très fort, c'est sur les lucioles. Il dit, très poétique dans l'écriture, il dit, vous vous êtes rendu compte en plus avec une résonance écologique déjà, il dit, vous vous êtes rendu compte que la nuit, quand on se promène, il n'y a pratiquement plus de lucioles. Une petite lumière là. Alors, donc c'est toute une alerte sur le fait que les petites lumières naturelles que sont les lucioles
s'éteignent, hein, et qu'il n'y a plus les lucioles. Et un autre auteur italien, Antonio Tabucchi, a beaucoup commenté ça. Et c'est cette question, voilà, préserver cette fragilité, hein, des lucidités, des lumières, des alertes, et avoir au fond, au bout du compte, avoir une nouvelle vision, une nouvelle écologie de la politique. Une politique qui ne soit pas verticale, qui soit horizontale. Une politique qui accepte le tremblement du monde, pour reprendre un terme d'Édouard Glissant, qui accepte la relation et non pas l'affrontement, qui accepte la précaution, qui accepte la fragilité, qui n'est pas dans une culture de force, de virulence. Et je crois que le temps est venu de ça. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire être faible, ça ne veut pas dire ne pas construire de rapport de force, ça ne veut pas dire ne pas se mobiliser, mais ça veut dire se mobiliser en se disant que le temps presse et qu'il faut essayer de rassembler le plus grand nombre. Le plus grand nombre au sens le plus grand nombre concerné par rapport à cette minorité qui incarne ce vieux monde qui veut à tout prix se survivre à lui-même. Bon, en clair, je me suis fait un petit mantra que je vous laisse comme ça. L'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. Donc en s'inquiétant, on se regonfle. Voilà. Alors, vous voulez poser... Il y a peut-être on a le temps d'une ou deux questions, non? Non, on n'a pas le temps. C'est un petit peu compliqué pour les questions parce que c'est vrai qu'on avait prévu ça, mais là, la séance est à 21h. Ce qu'on propose, c'est que en fait, la signature va avoir lieu sur la mezzanine là, à la Talente du cinéma. Et ça sera aussi un espace de conversation, d'échange. Mais c'est vrai que pour les questions, là, c'est un peu juste. Merci de votre compréhension. Et merci beaucoup, Edoui Plenel. Et merci à vous trois pour cette rencontre. Alors, juste parce que, quand même, tout d'un coup me vient un truc, parce que, comme ça, j'ai envie de... J'ai mis en exergue un vers d'Aimé Césaire. Bon, j'ai fait Marc Bloch, hein, il est bon qu'il y ait des hérétiques. Aimé Césaire, parce que j'ai grandi dans les Caraïbes. Là. J'ai inventé un culte secret. Mon soleil est celui que toujours on attend. Mon soleil est celui que toujours on attend. C'est ça l'espérance. Hein, c'est que, voilà, Spartacus, tout ça, tout ce que vous voulez. Mon soleil est celui que toujours on attend, ce qui se traduit en créole. Tiens, Béred, pas molly. Merci beaucoup. Vraiment... On s'en lasserait pas. On pourrait regarder. Mais il y a un film. Voilà. Et donc rendez-vous avec Edoui Plenel tout de suite. Et rendez-vous pour Cadrage débordement 3. On n'a pas de date encore.